La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans les entreprises, c'est d'actualité. La RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, repose toutefois sur une démarche volontaire des entreprises, focus sur cette nouvelle gouvernance. Les interfaces tactiles sont en plein essor. Une nouvelle école est-elle à l'ordre du jour? Portrait ce mois-ci d'Alain Laurent, le dirigeant de Génération 5, une société d'édition et de distribution de logiciels éducatifs numériques. C'est le carnet de bord d'entrepreneurs. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bonjour et bienvenue donc à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir et apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. La responsabilité sociétale et environnementale, phénomène de mode ou prise de conscience globale. Il semble toutefois que les entreprises savoyardes sont volontaires lorsque l'on parle de cette RSE, entre nouveaux principes de gouvernance écologique et intégration du développement durable dans l'ensemble des activités. Cette préoccupation reste à la charge des entreprises, même si le système juridique européen prône son application. C'est d'actualité. Aujourd'hui, plus question de penser développement économique sans prendre en compte la dimension sociale et les responsabilités environnementales. Ce point commun entre économie, social et environnement s'appelle le développement durable. Je préfère le terme de responsabilité sociétale pour les entreprises, parce que le développement durable, je trouve c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé. Pour moi, c'est simplement, quand je dis simplement, c'est en tout cas faire avancer l'entreprise sur différents aspects qui sont bien sûr le projet économique, l'équilibre social et humain dans l'entreprise, et puis en ce qui nous concerne, le contexte de nos activités basées dans l'environnement. Et je mettrais une coquille, un chapeau autour de tout ça, qui est le lien avec le territoire. Puis ce qui me semble intéressant au niveau d'une entreprise et d'une PME, c'est de faire avancer ces éléments-là en essayant d'être en cohérence avec les attentes, les besoins du territoire où on est. Quand on dit sociétal et environnemental, c'est pas que dans l'activité, c'est dans nos consommations de papier, d'utiliser le recto d'une feuille qui a été imprimée, c'est de faire attention à nos consommations. On met pas la clim et la fenêtre ouverte, c'est plein de choses comme ça. C'est aussi un savoir-être environnemental qu'on a peut-être chez soi. Et qu'il faut aussi avoir dans l'entreprise, en termes de déchets ou de vie de l'entreprise. C'est 8 heures par jour. Des gestes simples, des process qui découlent du bon sens, une nouvelle organisation. La responsabilité sociale et environnementale se pratique déjà un peu tous les jours. On a deux métiers. On a un métier lié à nos activités de tri et valorisation des déchets. Et puis on a un métier qui a une vocation plus sociale, entre guillemets. Donc on a un agrément de l'État d'entreprise d'insertion. Et si on prend au global Tri-Alpes-Val Espace, ça représente 170 salariés. Et sur les 170 salariés, on a environ 80 salariés qui sont sous une forme, sous contrat en forme CDD, entre guillemets, insertion. On essaye d'être une passerelle pour intégrer ces personnes, leur proposer un travail, un véritable emploi. Et puis être une passerelle pour qu'en sortie de chez nous, elle puisse accéder idéalement à un CDI en entreprise classique. Pour sensibiliser sur cette démarche où économie, sociale et environnement sont intimement liés, la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie a mis en place un comité de pilotage composé de dirigeants d'entreprises. Ce groupe de travail, c'est de réfléchir à pouvoir faire un diagnostic, d'aider les entreprises à faire un diagnostic. Et on montre très souvent qu'elles font de la responsabilité sociétale et environnementale. Là-dessus, il n'y a aucun problème. On va y aller gentiment, on va étape après étape. On va essayer déjà, de faire un diagnostic, et deux, de vous donner des outils qui vont vous permettre d'avancer, de mutualiser. On a, nous, réfléchi de notre côté comment mettre en place, par exemple, un intéressement collectif dans une entreprise. Ce n'est pas une contrainte, c'est un choix. On vous donne des outils, utilisez ces outils,
et puis progresser comme ça. Quand vous aurez fait cette partie-là, eh bien, il y aura d'autres outils qui vont vous permettre d'avancer. Fort du travail mené par ces chefs d'entreprise au sein du groupe de travail Entreprendre durablement, des formations spécifiques ont été développées au sein du groupe Formation à l'École supérieure de commerce de Chambéry-Savoie. C'est des formations qui peuvent se faire en inter-entreprise, donc ici avec plusieurs collaborateurs de plusieurs entités, comme ce sont des formations qui peuvent se faire en intra, en sur-mesure, directement pour une seule entreprise. Ces formations sont au nombre de 5. Initier et piloter une démarche de développement durable, placer le développement durable au cœur de sa stratégie et en faire un avantage concurrentiel, répondre à un appel d'offres en intégrant des critères de développement durable, intégrer la RSE dans la gestion de ressources humaines ou encore enjeux environnementaux et principaux leviers d'action pour l'entreprise. L'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes a des avantages. Valorisation de l'image, une innovation rentable, l'amélioration des relations avec le client, entre autres. La solidarité professionnelle est finalement une plus-value pour chaque entreprise qui se lance dans la RSE. L'homme est l'acteur principal de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne se soucie plus que de l'économique ou effectivement des conséquences environnementales de l'action de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a des hommes, on se soucie de la façon de les intégrer, de les former, de les évaluer, de les faire grandir en compétences, les faire grandir dans l'entreprise. Moi, je suis convaincu que l'entreprise a une vraie place à tenir sur les équilibres de développement durable, comme les associations, comme chacun d'entre nous en tant que citoyen. Bon, ça, c'est ma manière de penser le positionnement d'entreprise. C'est ce qui m'intéresse de mettre en œuvre en tant que dirigeant. Après, je conçois que tout le monde n'a peut-être pas la même vision, mais en tout cas, moi, j'en suis convaincu, effectivement, et c'est là où je prends plaisir à faire avancer l'entreprise. C'est en prenant en compte les différents panels de ce volet-là, et pas simplement que l'aspect économique du projet. Le développement durable est une affaire de sensibilité et de bon sens, vous l'aurez compris. La preuve encore avec Trialp qui, à l'occasion de ses 20 ans d'existence, en ce mois d'octobre, a réalisé une pièce de théâtre au Manège à Chambéry. Ce sont les salariés eux-mêmes qui ont animé cet événement. Une manifestation qui a également permis d'officialiser la mise en place d'un PDE, un plan de déplacement entreprise. Premier éditeur de ressources numériques sur le segment de l'école primaire, Génération 5 ne peut envisager l'avenir sans le développement de solutions pour les nouvelles interfaces tactiles. La société chambérienne, qui compte près de 15 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, ne cesse d'être à la pointe depuis 20 ans des évolutions des outils d'apprentissage. Alors, nous dirige-t-on vers une école nouvelle génération? La réponse avec ce carnet de bord d'entrepreneurs consacré à Alain Laurent. Alors c'est vrai que c'est un secteur qui a connu de nombreuses évolutions. Nous avons commencé donc à la fin des années 80, au début des années 90, sur des supports qui sont aujourd'hui disparus, puisque nos premiers logiciels concernaient des machines comme l'Amstrad, l'Atari, l'Amiga, et on avait donc de petites disquettes 3 pouces bien particulières. Et puis ensuite, on a développé donc des programmes éducatifs à destination du grand public, mais également des établissements scolaires, des écoles, donc sur des supports CD-ROM. Ensuite, on a fait dans les années 2000 une incursion dans un domaine un peu différent qui est le domaine du jouet multimédia. Et nous avons notamment sorti un produit qui s'appelle le clavier des bébés, qui était une interface innovante pour permettre à de très jeunes enfants d'accéder à l'ordinateur. Nous l'avions fait à l'époque avec le groupe Berchet, qui était un des grands groupes du jouet. Groupe Berchet, aujourd'hui disparu. Ensuite, nous avons également travaillé sur l'online. Nous avons même touché à l'édition papier avec des produits mixtes qui combinaient le papier et le multimédia et le logiciel. Et aujourd'hui, nous intéressons beaucoup aux interfaces tactiles comme l'iPhone et comme l'iPad. Les nouvelles technologies changent la façon d'apprendre, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Un bon exemple,
c'est peut-être le TBI, le tableau blanc interactif, qui se développe beaucoup actuellement dans les écoles. Génération 5 participe à un plan national qui s'appelle le plan École numérique rurale, où 6700 écoles sont équipées de TBI. Et nous sommes d'ailleurs le premier éditeur dans cette opération en termes de ressources numériques. Et le TBI, c'est quelque chose qui cumule en un seul endroit le texte, le son, l'image. Donc c'est très intéressant pour l'enseignant, ça lui facilite sa tâche. Je pense par exemple à des tâches, à des méthodes d'apprentissage de l'anglais en primaire, où les enseignants ne sont pas forcément hyper au fait de ces choses-là. Mais donc c'est bien pour l'enseignant, c'est bien aussi pour les élèves parce que c'est beaucoup plus attractif. Mais malgré cette nouvelle technologie, on peut rester traditionnel, c'est-à-dire qu'un enseignant pourrait tout à fait se planter devant son tableau et dérouler son cours de la même façon que devant un tableau noir. Donc la nouvelle technologie en soi, ce n'est pas ce qui va provoquer une évolution obligatoire dans l'enseignement. Ça dépend tout, évidemment, de l'usage qu'on en fait. Il faut bien voir que tout cela, ce ne sont que des outils. Et ce qui est important, et ce qui pour nous est le plus important, c'est vraiment les contenus pédagogiques, c'est la façon de mettre tout cela en œuvre, et c'est de répondre aux besoins des personnes, que ce soit dans l'enseignement ou bien dans le grand public. Nous nous intéressons beaucoup actuellement aux interfaces tactiles en général. Et les plus emblématiques au jour d'aujourd'hui sont les outils d'Apple, l'iPhone et l'iPad. Alors nous avons sorti il y a quelque temps notre première application sur iPhone. C'était un quiz artistique sur la peinture, la sculpture, l'architecture. Ça s'appelle Quiz Art. Donc c'est une application gratuite que nous avions développée afin justement d'acquérir le savoir-faire technique, etc. Ensuite, nous avons développé sur iPad, nous avons porté sur iPad un manuel de mathématiques que nous publions, qui existe déjà pour les classes de collège, qui s'appelle le manuel Césamat 5e, et nous avons ainsi sorti le premier manuel scolaire sur iPad. Bon, c'est très intéressant aujourd'hui, justement, l'iPad dans un contexte scolaire. Il y a une expérimentation d'ailleurs en cours dans l'Académie de Grenoble, parce que c'est une réponse quelque part au poids des cartables. Si on peut avoir tous les manuels concentrés dans la même tablette, c'est une alternative qui est très intéressante pour les élèves. Et nous venons également de sortir sur iPad une application qui s'appelle Multitable. Donc vous voyez, c'est très très scolaire, puisqu'il s'agit de la révision des tables de multiplication. Mais enfin, les tables de multiplication, c'est vraiment un fondamental, aussi bien dans les écoles que dans les familles. Pour être complet, sachez que le plan de relance de 67 millions d'euros mis en œuvre par l'État en direction des écoles rurales a bien été utilisé. 2/3 des crédits ont été débloqués, un effet boule de neige puisque les écoles dans les milieux urbains montrent un fort intérêt pour ces nouveaux équipements, de nouveaux outils au service de l'éducation, ce qui n'est pas pour déplaire à Génération 5. France Énergie reprend Eco Alternative. Le distributeur de produits écologiques et économiques a annoncé l'acquisition d'Eco Alternative, filiale d'EDF Développement Environnement, spécialisée dans les travaux d'installation et de maintenance de systèmes alimentés par des sources d'énergie renouvelables. L'opération donne naissance à un groupe employant 50 salariés et devant dépasser les 8 millions d'euros en 2010. Denis Gourju et Arnaud Courtois, dirigeants de France Énergie, comptent dégager les synergies entre les deux sociétés, réaliser des économies d'échelle, regrouper les deux sociétés sur le site de Savoie-Hexapôle et vise ainsi les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2011. À noter également un rendez-vous important puisqu'il traite de l'un des enjeux majeurs du territoire, la transmission d'entreprise. Rendez-vous donc de 18h à 20h le mercredi 17 novembre au bâtiment Homer à Savoie-Technolac pour l'étape chambérienne du Tour de France de la transmission d'entreprise. D'autres informations économiques sont à découvrir dans le numéro d'octobre du magazine Partenaire, notamment un article consacré à la société WIS qui a mis au point un procédé de machine à glace, une entreprise que nous suivrons lors de son déplacement à Moscou pour le salon Ski Build Expo. C'est au sommaire du mois de novembre. Pour voir ou revoir ce magazine, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant. Rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, même télévision. À bientôt.